Les Alpes forment une barrière naturellement déchiquetée et le plus souvent élevée. Vue d'avion, elle semble infranchissable. Et pourtant, des tunnels, des autoroutes, des routes la traversent sans vergogne de part en part. J'avoue que cette façon d'entrer dans le paysage me fait froid dans le dos. C'est un peu comme si on lisait un roman, une page sur deux. Non, vraiment, les Alpes se visitent à pied et par les sentiers. Séchilienne est dans notre dos. Nous avons quitté la petite route, nous sommes maintenant sur un chemin pavé, la pavie comme on dit ici. Et ce chemin pavé va nous conduire jusqu'au lac de l'Huitel. Nous aurons là environ accompli 800 mètres de dénivelé par un chemin de très bonne qualité à condition qu'il ne soit pas trop humide. Allez, on y va. Alors, on ne pouvait pas passer si près de cette maison sans s'arrêter. Nous en rencontrerons en fait tout le long de notre randonnée jusqu'au lac de l'Huitel. La plupart d'entre elles, évidemment, sont abandonnées. D'autres sont encore aujourd'hui habitées par des gens qui cultivent, bien entendu, et qui, du coup, entretiennent la montagne pour notre plaisir. Nous les rencontrerons. La pauvre n'avait pas beaucoup de chance parce qu'elle était en train de se réchauffer sous la tôle. Nous sommes à l'approche du mois d'avril, la matinée est encore un peu fraîche, donc finalement la tôle c'est un petit four solaire qui leur permet donc de réguler leur température. Alors cette très très belle couleuvre dite verte et jaune, alors qu'en réalité le vert est presque noir, vit donc dans la région que nous traversons. Elle est relativement abondante, surtout au pied de la montagne. Elle n'est absolument pas dangereuse pour l'homme. Elle est même très utile puisqu'elle se nourrit d'une très très grande quantité de rongeurs, même de lézards et même de serpents. On voit sa langue qui sort. C'est un organe très très important chez le serpent. Il n'a pas de main pour savoir où il se trouve. Est-ce que c'est froid, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est rugueux? Lui, il n'a pas de main, donc il pose sa langue. Et en même temps, cette langue lui permet de prendre, de percevoir des particules d'odeur qu'il ira analyser après dans le fond de sa gorge. C'est vraiment un petit animal qui est très très intéressant à observer. Il ne faut pas les tuer, je vous le rappelle, ils sont inoffensifs. On l'appelle aussi couleuvre-fouet. Regardez le mouvement qu'elle fait avec sa queue, et elle est mal à l'aise dans ma main, parce que c'est un serpent terrestre. Ce n'est pas un serpent qui vit dans les arbres. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, dès qu'on le décolle de son support, il essaie par tous les moyens de retourner au sol, et là, vous risquez la morsure. Alors, je vais le relâcher. Allez, on va lui rendre sa liberté, elle l'a bien mérité. Alors profitez-en pour regarder comme ses dessins, sa couleur de fond lui permettent de se camoufler dans la végétation. Alors dans cet endroit frais, nous allons probablement rencontrer des plantes typiques et j'en repère une déjà, c'est une aracée. Elle est là, elle est belle. Je vais me permettre de la couper et puis de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors nous allons maintenant pouvoir découvrir la fleur de ce pied de veau, puisque c'est son nom, c'est quand même pas terrible. Mais ça n'empêche que c'est une plante dont il faut se méfier parce qu'elle est très très toxique. Mais regardez donc sa fleur. La partie stérile qui est ici attire l'insecte, qui va devoir rentrer profondément à l'intérieur de la fleur pour aller chercher le nectar dans le fond. Mais un piège l'attend. Alors je vais découper un petit peu le pied de la fleur. Regardez comment ça se passe à l'intérieur. Et je libère en même temps des petits moucherons qui du coup étaient prisonniers. Tout à fait dans le pied, vous avez la partie femelle de la fleur. Dans la partie médiane, vous avez ici la partie mâle. Et les insectes vont donc descendre dans ce cornet, vont aller chercher le nectar dans le fond de la fleur, et puis vont devoir après repartir. Mais ils rencontreront sur leur chemin ces petits cils qui les renverront dans le fond et ils devront forcer pendant un petit moment, presque jusqu'à s'épuiser, pour arriver finalement à franchir cet obstacle. Dès cet instant, nous savons que l'insecte a parfaitement joué son rôle de pollinisateur.
Ah voilà, un joli carabe violet. On le trouve en forêt, c'est un carabe qui est assez rare en France. Il n'est pas très abondant, donc on le trouve dans les zones de montagne, dans les forêts claires, un peu comme celle-ci, dans des souches évidemment en décomposition. Et s'il est là, c'est parce qu'il se nourrit de petits crustacés. Il se nourrit également de vers blancs qu'il peut rencontrer dans le bois. Et il dépose une odeur sur les doigts qui est un signal. Il n'est pas bon à manger, c'est ce qui fait qu'il est dédaigné par les oiseaux qui pourraient effectivement être ses prédateurs. Allez, je le remets dans son arbre. Allons bon. Je vais vous déranger 2 d'où c'est que minutes. vous arrivez? Quand est-ce qu'ils vous font la route alors? Eh bien, il faudra bien que monsieur le maire, il est quand même très aimable, il faudrait quand même bien qu'il me fasse une route un jour. J'ai peur maintenant dans les bois toute seule. Depuis qu'il y a tant des sangliers, eh bien j'ai peur. Et c'est pour ça que je mène mon chien et mes chèvres. Alors les chèvres, ben il y a la cloche, vous comprenez. Alors ils entendent le bruit, les sangliers ils filent. Ah oui, L'autre jour, il y avait le chevreuil. Ils prennent la cloche de la chèvre pour la cloche du chien. Le chevreuil, il fait une vie, hein, quand il démarre, il vous fait peur. Hein. Oui. Oh, Il aboie un peu, hein. Mais pas qu'un peu, mais beaucoup. Ouais. Ouh là là, il fait une vie, le chevreuil. Non, mais c'est parce qu'il est un peu amoureux, là. Vous croyez? Là, parce qu'en ce moment, il est tout le temps par là. Où ils sont vos chats? On n'en voit plus. Quand je venais, il y avait plein de chats partout. Il n'y a plus de chats maintenant. Eh ben oui, ben là, tout à l'heure, ils ont pris peur et il n'y en avait que 2. Mais là, j'avais mon joli noir. Je ne sais pas où c'est qu'il a passé. Et le troisième, il est où? Eh ben, l'aigle l'a mangé. Quand ça? Ben, là, je sais pas, il y a déjà plus de 8 jours, il m'a mangé ça le lundi de Pâques. Vous ne croyez pas que c'est plutôt le renard qui... Oh qui non, les mange? non, pour moi, c'est l'aigle. Parce que l'aigle, elle est tout le temps par là. Moi, je pense pas au renard. Et les Puis poules, c'est pareil. Alors, Ah, ben la poule, parce que le renard, il l'emporte. Hein. Il aurait pris ma poule, et la poule, elle n'aurait pas été là, hein, il n'y en avait plus, hein, parce que le renard, il l'emporte. Alors maintenant, j'en ai plus que 3, et puis mes 2 coqs et ma petite poule naine. Alors finalement, vous êtes une fermière écologiste parce que non seulement vous débarrassez les prés des branches, grâce à vous, on a des petites prairies superbes, puisque vous les entretenez, et puis en plus, vous nourrissez le renard et l'aigle. Eh ben voilà. Alors, vous vous rendez compte, et qui c'est qui va me payer tout ça pour nourrir ces bêtes? Faut revendiquer, Madame Rambaud. Ah bah tiens, regarde ça, dis. Alors, la plupart du temps, les gens les cherchent par terre, mais regarde où elles sont. Voilà, une petite couleuvre d'Esculape. Elle est très belle. Elle a mué il y a certainement pas très longtemps. Son corps est très brillant. Alors, c'est pas parce qu'il est mouillé, hein, c'est parce qu'il est très propre. C'est très sec, un serpent, ça transpire pas. C'est absolument pas gluant. C'est un petit serpent arboricole. Il est très à l'aise, comme ça, suspendu. Vous voyez, il prend ma main pour une branche. Alors, il est bien arboricole, hein, parce que là, vraiment, quand on l'a trouvé, il était en train de crapahuter dans l'arbre. Il utilisait les reliefs de l'écorce. Alors, comme c'est un serpent arboricole, bah, du coup, il se nourrit de petits oiseaux. Et quand il ne trouve rien à manger dans les arbres, il descend sur la terre et il cherche des rongeurs. C'est très élégant, c'est très beau. Bon, en fait, c'est le serpent que l'on trouve sur les pare-brises des médecins, puisque dans leur sigle, on trouve Esculape, qui est le dieu de la médecine chez les Romains. C'est elle. Tiens donc. Tiens donc. Ce sont des crapauds buffo, des crapauds communs qui se réunissent ici en cette période de fin d'avril pour se reproduire dans l'eau de cette tourbière
Alors quelquefois dans des petits trous d'eau comme ici, quelquefois dans l'eau plus vaste du lac de l'Huitel. Mais ça n'empêche que c'est surtout la nuit en fait qu'on les rencontre, parce que c'est la nuit qu'ils draguent, on entend le mâle chanter et ils se rejoignent ainsi. Alors au moment de la reproduction, le mâle s'accroche sur le dos de la femelle et c'est à ce moment-là effectivement que le mâle féconde les œufs, 5000, 6000, qui s'échappent évidemment et qui vont rejoindre l'eau dans un espèce d'énorme chapelet. Nous sommes donc à 1250 mètres d'altitude environ, sur cette tourbière, grâce aux caillebotis sur lesquels je me trouve. Alors, quand même, il faut vous dire, il y a un énorme creux là. La roche n'est pas très loin, peut-être à 6-7 mètres de profondeur. Et cette roche, qui est creuse, elle a été ravinée, elle a été, comment dire, rabotée par un énorme glacier. En fait, ils étaient deux. Il y en avait un qui arrivait de l'Isère, un qui arrivait de la Romanche, et ils se sont retrouvés ici. Ça a fait des masses de glace énormes, pesantes. Ça a raboté le sol, ça a fait un creux. Aujourd'hui, ce creux est rempli d'eau. C'est un milieu extrêmement acide, déjà parce que c'est la nature du sol, ici même. Et dans ce milieu acide, eh bien, pousse une plante, ou des plantes, elles sont plusieurs, en tout cas, sont des mousses, les fameuses sphègnes. Alors voilà la fameuse sphègne, cette mousse qui se répand grâce à la lumière au-dessus de cette eau. Elle ne touche pas le fond, vraiment, puisqu'elle n'a pas de racines. La partie supérieure est très verte, puisqu'elle bénéficie de la lumière. Et puis, au fur et à mesure qu'elle s'abîme, qu'elle meurt, eh bien, des petits morceaux tombent dans le fond du lac. Et bien entendu, comme ce milieu est impropre à la décomposition, c'est un milieu extrêmement acide, eh bien, ces petits morceaux, ne se décomposant pas, s'accumulent de millénaire en millénaire. Et ça donnera plus tard la tourbe. On connaît bien la tourbe aujourd'hui. Alors attention, ne vous aventurez pas sur ces sphègnes, parce que c'est un milieu évidemment spongieux, humide. Elles sont gorgées d'eau, ces sphègnes. Dessous, il y en a aussi énormément. Et quand on se rapproche du lac, on est sur un véritable radeau. Alors vous risquez de traverser ce radeau et de vous retrouver dans une eau glacée. Et sachez qu'il y a quand même au centre du lac environ 6 mètres de profondeur. Eh bien, vous n'aurez pas droit aux plantes carnivores aujourd'hui. Elles sont là, mais elles ne sont pas encore sorties. Il est trop tôt, nous sommes fin avril. Il faudra encore attendre un petit peu pour les voir s'épanouir, pour les voir sortir. Si elles sont carnivores, c'est parce qu'elles crèvent de faim dans ce milieu. L'eau ne leur apporte pas les éléments de nutrition dont elles ont besoin. Alors elles développent des organes qui vont cueillir les insectes qu'elles dévoreront, qu'elles mangeront. Elles iront donc récupérer dans l'atmosphère les nitrates qu'elles n'ont pas à partir de l'eau. Nous vous les montrerons plus tard dans une prochaine balade, mais cette fois, vous les verrez bien épanouis. Dans mon dos, Venosque, et nous partons tout de suite, un instant, en direction du lac de la Muselle. Alors attention, il faut des mollets, il faut de la cuisse aussi, si j'ose dire, puisque le dénivelé est important. Nous partons de 942 mètres et nous filons vers 2130 mètres à peu près. Ça fait en gros donc 1200 mètres de dénivelé. Nous mettrons peut-être 3 heures pour les faire. Juste avant de sortir de la forêt, vous rencontrerez d'abord à gauche, puis après, sur votre droite, au-dessus de vous, des ruines. Ce sont d'anciennes bâtisses, d'anciennes fermes. Et près de ces ruines, vous verrez des grands arbres. Ce sont des érables planes. Et ces arbres sont positionnés là, tout simplement parce qu'ils ont été plantés par les hommes.
Ils servent à recevoir la foudre. Ce sont donc des paratonnerres, et on ne sait pas très bien pourquoi, mais ils l'encaissent relativement bien, cette foudre. C'est ce qui fait qu'en Savoie, en Dauphiné, eh bien, près des fermes, vous rencontrez de ces grands arbres. Voilà, nous sommes sortis de la forêt et nous découvrons une montagne en fleurs. Alors il y a des églantiers un peu partout dans la montagne, jusqu'aux falaises. Il y a des digitales, il y a des épilobes et puis des joubarbes en fleurs. Et dans le fond là-bas, un lys orangé. Un superbe lys. Et d'ici, je vois 3 fleurs, 3 énormes fleurs qui tranchent avec la végétation. C'est vraiment un bijou posé là, en pleine nature. Par contre, le sanglier, lui, le recherche, le lys orangé, parce qu'il va jusqu'à déterrer son bulbe pour s'en nourrir. Ce qui fait que dans beaucoup d'endroits, des stations entières de lys orangé sont complètement ravagées par les sangliers. Regardez une vipère aspic. Elle est en train de se sauver, bien sûr, parce que je la dérange. Elle s'est mise sous la pierre, comme vous pouvez le voir. Elle était là pour réguler sa température. Je vais essayer de la prendre. Il me faut un bâton. Voilà, c'est une très belle vipère aspic. Nous avons beaucoup de chance parce que ce sont des animaux très craintifs et dès que nous approchons, ils perçoivent les vibrations que nous faisons sur le sol en marchant, ils fichent le camp. Alors, ce sont des animaux tout à fait caractéristiques. Regardez son petit nez à la retrousse, un petit nez à la parisienne, ses pupilles verticales, fendues, alors que les couleuvres ont une pupille ronde. Ses toutes petites écailles sur la tête, alors que la couleuvre a de grosses écailles sur la tête. Et puis, on voit très bien marquer aussi les petites glandes à venin, qui donne cette impression de joue très musclée. Je peux ajouter à cette description que ce serpent vient de muer. Ça se voit, regardez, sa peau semble veloutée. Alors je la manipule délicatement, cette pauvre vipère, parce que c'est un animal très fragile. Regardez son petit bout de queue. C'est ce qui le caractérise par rapport aux couleuvres, parce que les vipères ont une queue tronquée. Alors je vais encore l'ennuyer un petit peu. Je vais la faire bâiller délicatement avec un bâton pour ne pas lui blesser les gencives. Et vous allez voir ces crochets pivoter sur le devant. Regardez ces 2 crochets. En fait, ces crochets, quelquefois, elle les perd, ou parce qu'elle les oublie, si j'ose dire, dans le corps d'un rongeur, ou parce qu'ils sont émoussés, parce que les enzymes qui se trouvent à l'intérieur du venin émoussent le crochet, auquel cas il n'est plus utile, donc elle le perd, et il est aussitôt remplacé par d'autres qui sont déjà dans la gencive. Autrement dit, les serpents, venimeux comme la vipère, ont des crochets de remplacement. Allez, file.
Bonjour. 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 Eh bien, nous sommes presque arrivés. Le dénivelé était bon, hein. Le refuge de la Muselle est là-bas derrière. Il faut plonger pour le rejoindre. Et nous retrouverons certainement Pierrot parce que ces moutons sont là. Et ils sont probablement là depuis la mi-juin. Garçon, descends là-bas dessous. Descends là-bas. Nina, va les chercher là-bas. Passe là-bas. Reviens ici. Passe en bas dessous. Va les chercher là-bas devant. Couché. Viens ici, viens ici. Là, il y a environ un millier de moutons. Ils sont répartis sur toute la pelouse. Et puis, il y a probablement dans la barre, je les ai repérés tout à l'heure en montant, des chamois. Alors, c'est des petits points, des tout petits points. Ils sont clairs, ils sont jaunes. Ils ont leur pelage d'été, bien sûr. Ils sont en train de brouter. En général, c'est le poisson ou les maths. Quels sont les gens qui viennent jusqu'ici? Beaucoup de jeunes et beaucoup de familles. Ils sont bien nourris, là? Ouais. Mais on tient les gens avec le ventre, avec l'accueil et le ventre. Et depuis Alors, 80, on est en 93, depuis 81, est-ce que les gens que vous avez vus défiler ont changé? Est-ce que leur profil est différent? Tout à fait différent, surtout vestimentaire. La mode montagne randonnée a bien changé et les gens aiment découvrir plein de choses en fin de compte. Ils sont de plus en plus curieux. Ils arrivent ici, avant ils posaient le sac, fini, balcon. Les gens arrivent ici, ils mangent quelque chose, ils boivent un petit coup, ils se reposent. Après c'est la roche percée, c'est le glacier ou le col de la Muselle. Ils sont plus sportifs. Pour atteindre la Muselle, il faut longer un petit marais acide. C'est presque d'ailleurs une tourbière, tellement l'eau est acide. Je pense que son pH doit être autour de 4, 4,5. Ce qui fait que la végétation ne se décompose pas. Et dans ce marais de montagne, dans ce marais acide, on rencontre des grassettes. Alors les grassettes, ce sont ces petites plantes. Elle est en fleurs aujourd'hui. Elle fleurit en juin, juillet. C'est une plante carnivore. Elle est carnivore parce que le sol ne lui apporte pas toute la nourriture dont elle a besoin. Alors elle a des feuilles qui possèdent des glandes. Certaines de ces glandes fabriquent un produit visqueux qui colle les insectes. Et puis d'autres glandes fabriquent une substance digestive. Ce qui fait que quand l'insecte arrive, il se pose sur la feuille et la feuille s'enroule autour de lui. Et progressivement, l'insecte est digéré. Surtout, surtout, ne les cueillez pas. Elles sont extrêmement protégées. C'est de la grenouille rousse. C'est de la grenouille qu'on ne trouve pas normalement aujourd'hui, au mois de juillet, dans l'eau. En principe, elle vit plutôt en dehors de l'eau. Elle n'y est pas très souvent. Mais elle vit très haut. Moi, je l'ai rencontrée jusqu'à presque 3000 mètres. Il y a plein de petites grenouilles qui se sont développées, qui se promènent dans la tourbière en ce moment. L'été à la Muselle, les marmottes sont très nombreuses. Vous les rencontrerez sans aucune difficulté. Vous les entendrez même siffler. Alors, le code, un sifflement long, c'est attention, ils arrivent. Un sifflement court, très bref, attention, ils sont là. Alors, ces marmottes habitent
comme vous pouvez le voir, des talus, des pentes herbeuses, mais également rocheuses. Ce qui fait que leurs terriers sont très bien drainés. Il ne faut surtout pas que l'eau s'engouffre dans le terrier parce qu'évidemment, elles vont mourir noyées. Alors l'hiver, elles habitent dans ces terriers, elles sont engourdies, elles hibernent. Et puis à partir du mois d'avril, elles commencent à cavaler un petit peu partout. Elles sont en train en ce moment de reconstituer leur couche de graisse. Alors elles mangent presque tout le temps, le jour et la nuit, elles broutent. Elles mangent des graminées, elles mangent des ombellifères, elles mangent des graines de toutes sortes, mais elles mangent aussi des insectes. C'est d'ailleurs très drôle de les voir manger ces insectes parce qu'elles les prennent entre leurs mains, en quelque sorte, et puis elles les mangent comme nous mangeons des sandwichs. Après tout ça, s'il vous reste encore un peu d'énergie, vous pouvez toujours aller jusqu'au sommet du col Vallon et puis ensuite descendre tout droit sur le lac Lovitel. Et pendant que vous y êtes, eh bien, remontez donc jusqu'à Bourdaru. Au total, d'ici, en gros, 5 heures, sans compter le casse-croûte. Si vous souhaitez redescendre directement vers le Vénéon, à partir de là, vous en avez pour 2 heures. Bonne balade! Bonjour et bienvenue sur le territoire de la commune de Morzine à Voriaz. Je dis bien sur le territoire parce que nous sommes déjà ici dans les alpages, en altitude. Nous avons déjà fait 1 heure de marche pour vous montrer ce paysage. C'est précisément dans ce paysage que nous allons randonner ensemble aujourd'hui. Nous partons du chalet Baudot et nous allons rejoindre le col de la Golaise à 1660 mètres d'altitude. Mais entre-temps, nous aurons évidemment des rencontres, dont une près de ce lac en bas qu'on appelle le lac des Mines d'Or. Mais avant de partir, nous nous arrêterons près de ces ruines, juste en dessous de moi, c'est notre première rencontre. Voilà notre premier rendez-vous, une mue de serpent. C'est le film exact de la peau du serpent. Cette mue est ancienne. Elle a probablement une quinzaine de jours, la tête a disparu, elle est bien difficile à déterminer. Heureusement, il reste la queue, c'est une queue tronquée, c'est une queue courte, c'est une queue de vipère. Nous sommes dans le biotope de la vipère ici, à 1500 mètres d'altitude, dans un endroit où se mélangent le bois, la pierre, les herbes. C'est parfait pour la vipère aspic. C'est tellement parfait que j'en ai trouvé une, je vais vous la montrer. Voilà, je l'ai donc attrapée ce matin de bonne heure. Elle était en train de réguler sa température au soleil, sur une tôle. Je l'ai mise dans un sac pour la faire patienter. Et maintenant, je vais vous la montrer. La voilà. Vous voyez, donc j'avais légèrement humidifié ce sac pour qu'elle soit bien. Donc elle se promène avec des petites taches rouges sur le corps, mais c'est de la toile en fait. Hein. C'est un serpent évidemment venimeux. Il se nourrit ici de petits rongeurs. Il vit dans les rocailles, dans les pierrailles. C'est une vipère aspic, on la reconnaît très bien parce qu'elle a des traits, elle a des zébrures sur le dos. Ses yeux, avec sa pupille en amande, ses glandes à venin. Elle a de petites écailles sur la tête et la petite langue qui sort. C'est un organe tactile, ce n'est absolument pas dangereux. C'est avec ça qu'elle capte les particules d'odeur. Allez, je la repose sur le sol. Il va falloir que je la saisisse à nouveau, donc délicatement derrière la tête pour ne pas lui faire de mal, pour vous montrer ses crochets. L'opération réalisée, j'ai un petit bâton
C'est l'occasion de vous montrer son petit nez à la parisienne, retroussé. Vous allez voir pivoter les crochets sur le devant. Les crochets qui lui permettent d'injecter le venin profondément dans le muscle, ce qui fait que la pompe aspi-venin est sans efficacité quand on est mordu par une vipère. Dans ce cas-là, il faut garder son calme et puis regagner le plus rapidement possible. N'y allez pas en courant, regagner donc l'hôpital. Et là, on vous met en observation et tout se passe très bien. Je vais la remettre dans la campagne. Allez, file. Alors les jeunes, vous êtes en vacances dans les Alpes? Dans les fonds humides, le plus souvent sous les bergeries, là où s'écoule le purin, on rencontre cette grande plante à la tige haute, à la feuille large, qui ressemble à la feuille de rhubarbe cultivée. C'est la rumex grande oseille. Alors on reconnaît bien aussi ces fruits qui possèdent 3 pans, mais ce n'est pas l'oseille avec laquelle on fabrique la soupe. Même les vaches ne la mangent pas. Bonjour Jeanne. Bonjour monsieur. On dit la Jeanne ici. Oui, c'est ça. On dit la Jeanne. Vous êtes connue au moins autant que les montagnes qui vous entourent. C'est vrai? Oui, oui. Bah, des visites, vous devez en avoir beaucoup parce qu'il doit y avoir beaucoup de randonneurs. Oh là là, s'il y en a des visites. Oh oui, là, on n'est jamais tout seul. Hein. Des gens qui se promènent? Oui, des promeneurs. Oui. Puis là, c'est sur le passage, il y a le col de Cou là. Oui. Et il y a la Suisse derrière. Champéry, alors ils font le circuit. Chut, allez-vous-en! Et vos poules alors? Elles se promènent aussi, je suppose, Ben oui. autour de la maison? Elles sont toujours là, faire des saletés. Elles servent de garde-manger aux aigles, Oui, non? Il y a alors. des aigles dans le coin? Oui, mais on n'a jamais eu de problème avec nos poules. Non? Non, 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 Le renard non plus? non plus, jamais. Jamais, jamais. J'ai vu que vous aviez des canards, des oies, des pintades. Oui, on a tout ça, regardez. Alors qu'est-ce que vous en faites l'hiver? Eh bien, tout ça, on va y tuer, on y met au congèle, on y mange. Ça fait de la viande. Voilà, ça fait de la bonne viande. C'est fini? C'est votre fils là, qui a Ouais. fini de traire les Ouais, chèvres. les chèvres. Quel boulot alors, dites donc. Oh oui, oh là, on ne chôme pas. C'est fou ça, hein? Et c'est agréable. Combien vous avez de chèvres? Une trentaine. Hein? Et de vaches? 85. 90 à peu près. 90 vaches? Alors elles viennent se mettre à l'abri, les vaches, quand Elle il y a est trop de tendre, mouches? la noire, là. Aussitôt une mouche, allez. Elle rentre. Puis cool, j'irai mettre la présure. Vous faites du fromage avec tout ça? On fait du chèvre. Du chèvre. Alors 30 chèvres, ça fait combien de litres de lait ça par jour? Bon, je peux rien. Dis donc, combien? Hein? 50 litres par jour. À peu près. Oui. Ah bah dites donc. Tout ça, c'est trait à la main. On travaille encore dans l'ancienne. nous. Hein? Voilà, j'ai laissé Jeanne et son Japi, et maintenant je vous emmène au lac des Mines d'Or. Je plonge dans la prairie. Je suis entouré par plusieurs dizaines d'espèces de graminées. C'est une plante qui vit en communauté, on la rencontre dans le monde entier jusqu'au pôle. En Afrique, on connaît l'herbe à éléphant, dans laquelle se dissimulent les grands animaux. On connaît également le riz, on connaît aussi le blé, on connaît le bambou, on en mange les pousses. Il sert aussi à fabriquer la canne du pêcheur, mais je crois que les pêcheurs qui sont autour de ce lac de la mine d'or utilisent la fibre de verre.
je sors du bois pour rejoindre l'écrivain public de Morzine. Il est d'ailleurs un tantinet conteur. Il est là, il nous attend. Alors Jean-François, ce lac des mines d'or, c'est un truc pour attirer le touriste? Oh, quand même pas. Non, il ne faut pas exagérer. Non, les mines d'or, dès le XIIIe siècle, les moines de l'abbaye de Saint-Jean-d'Eau, qui est située à quelques kilomètres à côté de Morzine, venaient déjà dans la montagne pour les exploiter. Les mines d'or, tout du moins les minerais de fer, ils venaient chercher des métaux pour leur industrie. Et qui sait, peut-être ont-ils trouvé de l'or, et c'est de là, peut-être, que ce lac tire son nom. Vous n'avez jamais trouvé dans les torrents, dans la région, des gens avec des bâtés en train de chercher des pépites? Non, pour devenir sérieux, on n'a pas trouvé ce type de recherche dans le secteur. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, différemment de la grande industrie locale qui est l'ardoise, à Morzine, on a trouvé ici des filons d'ardoise. Là, ça a été vraiment quelque chose qui a marqué le pays dans son âme, dans ses tripes. Alors que les recherches minières, les recherches d'or, c'était quelque chose qui était laissé aux hurluberlus, aux loufoques. Aux poètes. C'est peut-être préférable d'employer ce vocabulaire. Je trouve que les descentes sont plus pénibles que les montées. On va charger un petit peu là en dessous. Oui, là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Regarde pour rester au travail, bonjour. Eh oui. Vous refaites des ponts là? Oui, on est en train de refaire un radier. Parce qu'à la suite des orages, il y a beaucoup de matériaux qui s'accumulent. Et donc pour permettre l'évacuation de ces matériaux, on est obligé de consolider les piliers et de faire passer l'eau pratiquement par-dessus. Moi je vais sur le GR5 là. Oui. Où est-ce qu'il est GR5? GR5, il est juste un tout petit peu en dessous du névé. Et ben, de toute façon, il faut que j'aille voir une plantation. Si Ça, une plantation là, on fait du reboisement? On fait du reboisement, oui. Eh ben, on nous accompagne. Je veux bien, allons-y. Juste pile sous le névé là? Ah oui, on voit 50 mètres en dessous. Ouais, oui, on voit bien le trait là. Ah, ouais. Et qui est-ce qu'il y a sur le balisage? C'est nous, c'est l'ONF. C'est beau, hein? Ah, je vais retourner là. La souche, c'est un vis. Ah, il y a un petit crapaud buffo là qui attend la fraîcheur de la nuit. Je t'embête, hein? Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure avant de vous retrouver sur le chemin. Un longicorne, c'est un coléoptère de très belle taille déjà celui-là. On l'appelle longicorne parce qu'il a des antennes très longues, très développées. Alors lui par contre, c'est pas l'ami de la forêt, hein, puisque sa larve se développe à l'intérieur du bois, notamment chez les feuillus. Je pense pas qu'il soit très dangereux pour les résineux. Non, pas du tout même pour nous. Mais par contre, je vais vous en montrer un. Lui qui fait de gros dégâts dans les forêts résineuses. Regardez. Regardez toutes ces petites larves blanches. Les larves blanches, alors Voilà. c'est lequel celui-là? Ça, c'est de l'Ips typographe, ce qu'on appelle communément le bostriche. Ah, alors, il fait de jolis dessins en plus. Ah oui, alors là, celui-là, il est reconnaissable très facilement. Hein. Ces galeries sont très bien dessinées. Et l'adulte est comment alors? Il est tout noir, Il est là-dessous? il est là-dessous, on peut en soulever encore un peu. Ah, il y en a un qui vient de se métamorphoser là, non? C'est ça? Ah voilà, Voilà. ça c'est vraiment un jeune. Il n'y a pas d'adulte là. Alors ça, c'est vraiment dangereux pour l'épicéa. Alors les adultes viennent pondre entre le bois et l'écorce, Oui. et c'est les larves en se développant qui dessèchent l'écorce et qui la font tomber. Et une fois que l'écorce est partie, il n'y a plus de circulation. Ah bah c'est sympa. Vous n'avez pas planté ce sorbier des oiseleurs, ni les vernes là, je suppose. Non. Ça vient tout seul? Par contre, on a planté les mélèzes. Oui. Et l'épicéa qui est là, non, lui, il est venu tout seul. C'était un épicéa dominant. Naturel. Naturel. Et les feuilles du mélèze tombent en automne, C'est ça. alors que l'épicéa garde ses feuilles. Exact. Je vous laisse dans votre plantation. Bon courage, merci Au revoir. pour ce bout de chemin fait ensemble. Le col de la Golaise, c'est par là, je suis à combien à peu près? 20 bonnes minutes. Bien, allez, au revoir. Au revoir. Ça va, ça suit?
Voilà, notre objectif est atteint. Nous sommes au col de la Golaise, en forme en plus. Mais n'oubliez pas qu'un col, ce n'est pas un point final, c'est une voie de passage. En face de moi, c'est Samoins. Au revoir et à bientôt. Il est impossible de quitter la région de Morzine-Avoria sans rencontrer les chamois. Mais pour ce faire, il faut respecter 2 conditions. La première, être courageux et se lever de bonne heure le matin, autour de 4h, 4h30 en ce moment. Et puis d'être accompagné sur le terrain par quelqu'un du pays qui connaît bien l'endroit. Ce matin, donc, à 5h, j'étais sur les sentiers avec Félix. Si vous voulez, on vous emmène. Aral les premières, vos roches, l'aulne, là, au fond. Je le vois aussi. Tu le vois pas là-bas? Je le vois aussi, ouais. Regarde, là, il pâture. Oui, il pâture, ouais. Il y en a un, on en voit un au fond, là, de chamois, là. Derrière les roches. Ouais, je le vois aussi. Tu le vois? Mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Il est marron foncé, il a son pelage d'été. Hein. Ah oui, déjà. Hein. On est repéré, là, ça, parce qu'il nous regarde bien. Ah oui, il nous a entendu. Vu, Ah je ouais, pense ouais. pas. Enfin, si, peut-être en rouge comme ça. Oh, ça voit pas en couleur, les chamois. Ça voit en couleur. Ah si, ils ont évolué, ils ont pris aussi l'écran. Ils ont l'écran de couleur. Ouais. Le soleil va se lever. Il faudrait peut-être qu'on avance un tout petit peu parce que on a peut-être des chances d'en voir plus près que ça. Hein. On y va? Parce qu'après le jour va se lever, puis on risque d'être on risque d'être un peu tard. Dans les rhodos ont encore quelques fleurs. Rhododendron. Et quand on monte le matin au chamois ou bien en montagne très tôt, on coupe les fils comme ça. Les fils d'araignée? Les fils d'araignée. Ça, j'ai jamais pu comprendre comment ça pouvait. Bah, c'est l'araignée qui s'installe sur une tige, une brindille. Oui. Ouais, mais des fois, ça traverse comme ça. Mais hein. Elle s'installe sur une branche. Oui. Elle fabrique son fil. Le vent le porte. C'est le vent qui porte le fil? Bien sûr. Ah, qui vient se raccrocher? L'extrémité s'accroche à l'autre côté du chemin sur une branche. Moi, quand je monte à Morzinette au chamois, que je coupe les fils tout le long, j'ai dit, ben Félix, c'est le premier. Mais c'est comme ça que les araignées voyagent aussi. Hein. Elles filent des quantités de fils comme ça. Ah ouais. Et puis le vent embarque le fil et l'araignée avec. C'est presque la fin des rhododendrons maintenant. Hein. C'est fini, ouais. C'est surtout le début juillet hein, qui sont beaux, qui sont bien en fleurs. Encore les versants moins exposés, où on les trouve un petit peu. Ouais. On va soulever la souche là. Elle a une belle couleur cette souche. Hein. Ah ouais, c'est joli une racine comme ça. Ah ouais, c'est beau. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux un voir? lézard vivipare. Oh, un quoi, un lézard? Ouais, lézard vivipare. C'est une femelle donc évidemment, puisqu'on voit bien ici la forme de ses œufs. Et puis en plus de ça, elle a dû se castagner un peu avec le mâle parce qu'elle a perdu sa queue. Et quand le mâle l'a serrée, l'a prise assez violemment, il la pince hein, avec la bouche. Bien, quelquefois, ça la stresse tellement qu'elle abandonne sa queue. Les jeunes naissent dès l'éclosion, comme la vipère. On dit qu'elle est vivipare, en fait, c'est pas vrai, elle est ovovivipare. Et les jeunes, quelquefois, éclosent même à l'intérieur du corps de la femelle. Le chamois, c'est un cousin éloigné de l'antilope africaine. Ouais, c'est l'antilope, hein. C'est l'antilope française, hein. C'est la seule et unique antilope. Ouais. Alors là, on en a quelques-uns sous les yeux, là, mais c'est pas une art très importante, celle-là. Ben non, puis c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jour, c'est assez chaud, alors ils doivent certainement être dans la forêt à l'intérieur, où ils sont un peu à l'abri, à l'ombre. Oui. Alors il y en a 2 dans les rochers, là. Alors ils n'ont pas de ventouse sous les sabots. Alors ce qui fait quand ils sont effrayés, quand ils courent sur les rochers comme ça, ils sont obligés de courir très très vite. Ah, ils sont magnifiques. Hein. Tu vois, ça les a pas dérangés qu'on soit là. Hein.
le soleil en pleine tête. Ah, c'est joli comme ça. Ah ouais, c'est chouette. Un coup de projecteur là.